Bonjour tout le monde. Salut Catherine. Salut Pablo, salut à toutes et à tous. Petit débrief, la question Kanak de la Kanaki de la Nouvelle-Calédonie, avec notamment le voyage d'Emmanuel Macron accompagné de 3 ministres. Mais d'abord, on est à 15 jours du 9 juin des élections européennes et on voulait revenir sur un peu les différents débats aujourd'hui qui sont en train de structurer ce moment politique, parce que là en plus c'est assez intéressant, mais il va quand même y avoir en tout 7 débats où il y a les 8 principaux candidats à l'élection, oui. En tout, il y en aura eu 7. Oui, en tout, d'accord. Jusqu'au 9 juin, il y en aura eu 7, ce qui est énorme, en vérité, comme chaque chaîne va faire son débat. Donc c'est énorme, et aujourd'hui, c'est ça qui structure, en gros, cette élection. Mais d'abord, jeudi soir, a eu lieu un débat donc assez inédit entre Gabriel Attal, le Premier ministre, et Jordan Bardella, le président du Rassemblement national et tête de liste aux élections européennes. Avant de te donner la parole pour que tu nous dises ce que tu en as pensé, un mot quand même sur le cadre, c'est François-Xavier Bellamy, le tête de liste LR, qui dans un commentaire, parce qu'il lui était invité à commenter ce débat, a mis le doigt en fait sur un vrai problème démocratique. Qu'est-ce qui justifie que le service public, parce que c'était sur France 2, qu'est-ce qui justifie que le service public organise en pleine période électorale un débat entre 2 personnes et pas avec les autres candidats, et dont l'un n'est même pas candidat aux élections européennes alors que l'autre l'est, sachant que donc il y a une totale invisibilisation bien sûr de la femme qui est tête de liste pour le parti de Gabriel Attal, voilà exactement, qui s'appelle Valérie Ayé. Elle mis à la poubelle, elle est mise dans le public. Non, parce que j'ai vu que derrière. Non, je sais pas si elle était dans le public, parce qu'il n'y avait pas de public, mais elle était dans les locaux de France 2, puisqu'à la sortie, ils ont fait une photo. Gabriel Attal a fait une photo et il y avait Valérie Ayé. Donc elle était dans les loges, quoi. Non, mais franchement, c'était vraiment honteux. Donc il y a la question de l'invisibilisation de Valérie Ayé, il y a la question qu'a posé François-Xavier Bellamy, parce que Caroline Roux lui a dit, mais en même temps, c'est par rapport au sondage. Et François-Xavier Bellamy a dit, si c'est par rapport au sondage, je suis désolé, mais il aurait dû y avoir Raphaël Glucksmann aussi, parce qu'il est à touche-touche avec Valérie Ayé. D'abord, il n'y avait pas Valérie Ayé, donc rien n'allait dans la justification. Et moi, j'ajouterais quelque chose que n'a pas dit François-Xavier Bellamy, c'est qu'en fait, ce débat, il a été, certes, hosté, organisé par France 2, mais en vérité, c'est Gabriel Attal et Jordan Bardella qui, par post sur Twitter ou dans des interviews, se sont dit, tiens, si on faisait un débat ensemble. C'est-à-dire que c'est eux qui sont à l'initiative de ce débat. C'est pas des journalistes, c'est pas qui se sont dit, tiens, ça serait intéressant, ça serait éclairant pour le débat public qu'un tel débat ait lieu. Donc c'est vraiment une injonction du pouvoir et de l'extrême droite qui a abouti à ce débat. Ce qui pose, et François-Xavier Bellamy l'a excellemment bien dit, un vrai problème de comment est-ce qu'on organise le cadre démocratique, surtout lorsqu'il y a une élection aussi proche. Bon, ceci étant mis de côté. Il s'est quand même dit des choses dans ce débat entre ces 2 jeunes hommes. Qu'est-ce que toi, tu en as pensé ? Tu as dit cette très belle phrase qu'on a mis dans la newsletter de cette semaine. Définitive. Dans un débat entre 2 premiers ministres, c'est forcément le Premier ministre qui gagne. Non, dans un débat de premiers ministres. C'est forcément le Premier ministre qui gagne. Hier soir, c'était un débat entre donc 2 personnes qui avaient des stratégies assez différentes. Jordan Bardella, d'entrée de jeu, a dit ce sera projet contre bilan. Donc il avait l'intention d'enfermer
Attal dans le bilan de l'action gouvernementale, et lui d'être celui qui projette loin, tandis que Gabriel Attal, lui, avait l'intention d'être le Premier ministre qui va remontrer une nouvelle fois que le Rassemblement national est incompétent et que lui, il a le savoir, la technicité, la compétence sur tous les chiffres, tous les dossiers, etc. C'est-à-dire en fait de rejouer un peu la stratégie qui avait été celle d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Donc ça, c'était vraiment très clairement leurs deux façons de prendre le sujet. Ce qui avait comme très gros inconvénient, qu'en fait on ne discutait pas de fond. En tout cas dans la stratégie de Gabriel Attal, il montrait qu'il connaissait mieux les choses, qu'il maîtrisait mieux ses dossiers, mais il disait toujours mais ce que vous proposez, c'est pas possible, c'est incohérent, ça va se faire plus tard, etc. C'était toujours, c'était jamais sur le fond de la proposition qu'il contestait. Jordan Bardella. Il ne l'a jamais véritablement, sauf par quelques punchlines, mais qui étaient désincarnées, qui n'étaient pas prolongées. Par exemple, c'est la lutte contre le changement climatique, c'est la grande bataille de notre génération. D'accord. Puis après, il n'y a pas grand-chose qui vient derrière. Je suis fière d'être en désaccord avec vous sur l'immigration. Et puis après, il n'y a pas grand-chose qui vient derrière. C'est-à-dire que il y avait des espèces de déclarations d'intention, mais qui ne se prolongeaient pas sur le terrain, je dirais, des principes, des orientations. Et tout de suite, il le ramenait sur « Ah, vous voulez contrôler les frontières, mais alors comment vous allez faire pour contrôler ceux qui sont intra-européens, extra-européens, sans contrôler tout le monde? Et comment vous allez faire avec ceux qui travaillent des deux côtés de la frontière ?» Enfin, bref, tout un tas de questions, par ailleurs pas inintéressantes si on admet l'idée qu'il faut contrôler les frontières. Mais surtout, on ne discute pas de la question du rapport à l'immigration dans le discours, en tout cas de Gabriel Attal, il n'en a pas été question. Voilà. Donc, et c'était très frappant de voir que Attal n'était pas sur les choix, les orientations politiques de fond. Il était toujours dans la position de chercher à coincer son interlocuteur. Et là où il a été le plus, je dirais, cohérent, c'est qu'il lui a dit, bon, bah, de toute façon, vous changez tout le temps de point de vue, ce qui, en fait, vous autorise l'incohérence et l'incompétence, puisqu'en fait, vous dites que vous êtes contre, et puis, 10 ans après, bah, vous changez de point de vue quand vous voyez que finalement, ce qu'on avait proposé... Donc, c'était... encore une fois, un procès en incompétence, en incohérence, mais pas un procès, enfin une discussion, une mise en cause du fond du sujet. Et puis, dernier petit point qui m'est apparu comme absolument incroyable hier, c'est que, enfin c'est incroyable, c'est pas tout à fait incroyable, mais enfin en tout cas, il n'a pas été question de social une fois encore, parce qu'ils ont eu une longue séquence économique. Mais dans cette séquence économique, c'était simplement sur des enjeux, je dirais, de type industriel, mais pas du tout la question de l'énergie, la question de la protection des frontières, le libre-échange, etc. Mais en aucune façon raccordé aux enjeux sociaux. Voilà. Par ailleurs, dernier petit point, ça s'est passé le jour de la grève. Radio France et France Télé, les deux. France Télé, il n'y avait presque personne. En grève ? Ouais. Ah bon, ça n'a pas marché ? Non, c'était surtout Radio France qui était en grève. Ah d'accord, ce sont ceux qui ont peur de se faire manger qui ont été en grève. Mais par contre, ceux qui pensent être dans le bon côté, bon, ça n'a pas du tout ça. Bon, enfin bref. Donc, ah oui, d'accord, parce qu'en fait, j'ai trouvé ça assez étrange que ça soit passé crème sans qu'il n'en soit fait mention pendant l'émission, ni au début, ni à la fin, ni jamais, quoi. Oui, en même temps, c'est un sujet qui est porté par le gouvernement de Gabriel Attal, donc il n'y a pas de raison qu'il parle de cette grève alors que non, lui mais pas est lui. contre la grève. Et Jordan Bardella, bon, je pense qu'il s'encarre comme de l'an 40 de savoir si c'est une holding du service public ou pas. De toute façon, il veut tout privatiser. Bon, enfin bref. Bon, moi, j'avais l'impression que c'était ça. Moi, ça évoqué au moins même par Caroline Roux, quoi. Oui. Tu vois. Enfin, bon. Je suis pas sûr qu'elle soit du côté des grévistes. Peu importe. C'est juste là. Moi, je trouve que c'est un minimum de déontologie. Mais enfin, bref. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était un discours, un débat de techniciens. J'ai trouvé que vraiment Gabriel Attal est très désagréable.
Franchement, il était d'une suffisance. Il a un petit sourire narquois pendant toute l'émission, genre « Ah, je t'ai bien baisé, mon gars ». C'est-à-dire, je t'ai coincé, je t'ai mis dans tes cordes et tout ça. Il était fier de lui, il était content de lui, quoi. Mais alors, justement, moi, ça interroge plus largement la stratégie que d'aucuns entendent avoir à l'égard du Rassemblement national. Et il s'avère que, donc j'ai vu les différents commentateurs, les différents, que ce soit dans les médias traditionnels ou dans les médias moins traditionnels comme les réseaux sociaux, dire bon bah Gabriel Attal, il a gagné, il est plus technique, machin. Bon, le problème c'est que cette stratégie de montrer la nullité technique du Rassemblement national, hélas, c'est une stratégie qui est utilisée depuis maintenant très longtemps, qui est utilisée particulièrement en fait sur les questions européennes, où en fait le Bardella, ça fait maintenant 6 mois qu'on lui met dans la gueule qu'il n'a pas déposé un seul amendement, enfin ou très peu, qu'il est absent au Parlement, qu'il n'y connaît rien, qu'il se trompe quand il fait référence au texte dans ses interviews, etc. et qu'il est toujours à 32%. C'est-à-dire que, genre, et que ça fait des années en fait qu'on leur explique qu'ils sont nuls, qu'ils sont pas techniques ou je sais pas quoi, et que ça ne marche pas. Donc là, j'ai entendu encore Gabriel Attal vendredi matin, donc le lendemain du débat, dire bah, je l'ai bien eu, je l'ai démasqué ou je sais pas quoi. Non mais en fait ça ne sert à rien. Enfin vraiment, et ce que tu dis, tu as tout à fait raison de dire il n'y a pas eu de remarque sur le fond, mais moi c'est même stratégiquement en fait ça ne sert à rien. Et je rappelle que dans le débat d'entre-deux tours en 2017, tous les médias avaient dit, mais vraiment, elle s'est rétamée, la Marine Le Pen, très mauvais débat, etc. Or, lorsque vous regardez en valeur absolue le nombre de voix qu'elle a fait au premier tour et le nombre de voix qu'elle a fait au second tour, elle augmente de plus de 3,5 millions de voix, c'est-à-dire plus que l'accumulation des Dupont-Aignan, etc. C'est-à-dire qu'elle va gratter un peu chez François Fillon. Bon, j'imagine. En fait, et elle grossit son socle de voix. Et là où les chroniqueurs à Libération, au Monde, nous aussi à Regard, etc., on voit une Marine Le Pen qui s'est enlisée, les autres ils voient pas ça, en fait. Et je poursuis même en disant, j'ai vu un article dans Libération qui disait dans les boucles RN, l'ambiance était maussade pendant ce débat, etc. Enfin, c'est-à-dire que je vois qu'à chaque fois on essaye de voir midi à notre porte en se disant bon là c'est bon, là on a vraiment montré leur nullité parce que ça marche pas. Honnêtement, genre, je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir faire une raison. Ce type de stratégie à l'égard du Rassemblement national, de leur dire qu'ils sont pas techniques, qu'ils sont faux, qu'ils sont absents ou je sais pas quoi, on va dans le mur et je pense qu'il vaut mieux, d'une part, être projet contre projet et montrer que notre projet, le projet alternatif au leur qui est fait de haine, de xénophobie, de renfermement, etc. et de petitesse, eh bien il est moins désirable que celui de gauche, de la gauche, et peut-être même d'une partie de la droite, ça c'est à eux de voir, mais que en tout cas celui de la gauche qui doit être le plus désirable de tous. Et il n'y a que comme ça qu'on peut travailler vraiment, à mon avis, au corps cette question de l'extrême droite. J'ai entendu un argument porté par Desfontaines que j'ai trouvé juste. Il dit, il rend compte d'une discussion qu'il a avec les gens sur les marchés, machin, qui disent on a tout essayé, il n'y a que qu'on n'a pas essayé, qui est un argument politique assez fort et qui renvoie à ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en fait, c'est certain qu'ils n'ont jamais gouverné, donc ils sont moins compétents que ceux qui ont gouverné et ils s'attachent d'ailleurs à combler ce déficit, mais ce qui fait leur force d'attraction, c'est pas leur compétence, c'est leur nouveauté. C'est le fait qu'ils vont être différents. C'est ça qu'on attend d'eux, c'est qu'ils soient différents. Donc, y compris qu'ils ne soient pas des experts, c'est pas forcément un reproche très fort. Et Desfontaines rendait compte de ça et il dit un truc que j'avais jamais entendu mais que je trouve pas faux. Il dit non mais c'est pas vrai qu'on les a jamais essayés. Là on les essaye. On regarde ce qu'ils votent à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire ils votent, ils empêchent ou ils soutiennent des projets de loi déplorables, où ils empêchent des progrès sociaux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que le Rassemblement national n'a pas été mis à l'épreuve. Alors, c'est sûr que ce n'est pas la même chose que d'exercer le pouvoir en majesté, pleinement, etc. Mais, on sait
qu'ils n'ont pas voté pour l'ISF. On sait qu'ils ont voté la loi immigration. On sait qu'ils n'ont pas voté pour l'augmentation, pour le blocage, enfin l'alignement des salaires avec la hausse des prix. On sait un certain nombre de choses, donc ils expriment une politique. Ils ne sont pas complètement, ils ne sont pas les vierges qu'ils présentaient. Donc, quand Bardella dit on va faire projet contre bilan, bon, d'abord il essaie de l'enfermer dans le bilan que tout le monde connaît, mais Attal n'essaye pas du tout de renverser le truc. Il ne dit pas que lui aussi il a un bilan. Il a un bilan en France et il a un bilan avec ses alliés à l'échelle européenne. Oui, mais alors justement, c'est là un peu que le bas blesse, c'est que d'une part, on ne les a jamais essayés. C'était l'argument qui était dit aussi quand ils ont commencé à prendre les premières municipalités. Et on était là, ils n'y arriveront jamais, ils sont vraiment trop nuls, ils ne savront pas gérer une ville. Bah si, en fait, ils savent très bien gérer des villes. Alors certes, ils font des fautes de quart, c'est-à-dire que genre parfois, tout est pourri, ils arrivent à pourrir tout jusqu'à la moelle et ils sont retoqués par les différentes instances juridiques qui s'occupent de ça, la Cour des comptes, etc. Mais au final, ils se font réélire. La ville, eux, ils ont l'impression qu'elle va mieux. De la même manière, lorsque tu parles des autres exemples dans le monde, tu vois, auxquels ils se réfèrent, à savoir, ça va de Giorgia Meloni, Viktor Orban, ou même si on sait les liens entre Marine Le Pen et Giorgia Meloni, mais enfin, quand même, c'est globalement l'extrême droite, Viktor Orban, ou de l'autre côté de l'Atlantique, Donald Trump, auquel Marine Le Pen se réfère. Ils n'ont pas mis ni l'Amérique, ni l'Italie, ni la Hongrie en banqueroute. Au contraire. Alors évidemment, et je vais même vous dire, il y a des gens qui, à l'intérieur de ces pays, ont trouvé que c'était vachement mieux quand c'était Trump, ou trouvent que c'est vachement mieux quand c'est Giorgia Meloni. Alors après, c'est épouvantable pour les lesbiennes, pour les homosexuels, pour les noirs, pour les migrants, etc., ou pour les catégories populaires qui se trouvent matraquées, etc. Mais ils arrivent, essayer de montrer le lien en disant regardez à côté, ça marche en fait. Et Giorgia Meloni, Viktor Orban il est réélu, Donald Trump il en passe d'être réélu, potentiellement il peut être réélu la fois prochaine. Giorgia Meloni, c'est un peu plus compliqué parce qu'elle a des problèmes d'alliance interne avec l'extrême droite, mais enfin l'extrême droite est installée dans le paysage du pouvoir, à mon avis, pendant très longtemps encore. Donc c'est encore une fois, le rapport de l'extrême droite au pouvoir et essayer de les coincer en fait sur le fait qu'ils ne seraient pas des bons techniciens parce qu'ils ont pas des gueules d'énarques, ça marche pas. Honnêtement, même les comparaisons internationales. Voilà. Ouais, écoute, je vois bien, je cherche les arguments. Non, et comme je trouve que cet argument de on veut autre chose, on veut renverser la table, ce que certains appellent le dégagisme, c'est quelque chose d'assez puissant. C'est-à-dire, en fait, là, c'est pas possible, il faut que ça s'arrête et qu'on fasse autrement. Essayer de les rattacher à une réalité d'une pratique et d'une politique et d'une orientation à travers leur vote, c'est-à-dire des actes politiques qui sont inscrits et qui ont des effets. Bon, je ne sais pas si ça règle toutes les questions, mais en tout cas, je trouve que c'est plutôt une piste qu'il faut... c'est pas la seule, non, mais j'entends bien. C'est pas la seule parce que tu vois, quand tu parlais des municipalités, ce que je pense aussi, c'est que ce qu'ils font dans les municipalités, c'est qu'ils font les deux. C'est-à-dire ils gèrent la proximité et ils font de l'idéologie. Exactement. C'est-à-dire qu'ils racontent ce qu'ils font. Exactement. Et ils l'inscrivent dans une vision du monde qui fait que... ils sont réélus parce qu'ils travaillent cette vision du monde, ce qui renvoie à ce débat que nous avons, nous, ici, de façon récurrente, au fond, c'est-à-dire la prégnance des idées d'extrême droite dans la société. Partout. Oui, partout. Au-delà d'eux-mêmes, au-delà de leur strict champ. Peut-être dire un mot sur... là, on a beaucoup parlé de Bardella et d'Attal suite au débat, mais il y a eu d'autres débats en fait qui ont été organisés et qui n'ont pas été inintéressants, notamment celui du début de semaine sur LCI. Vas-y, dis ce que tu en as pensé. D'abord, j'ai trouvé ça, franchement, c'était plaisant de voir un débat à 8 qui tient debout, c'est-à-dire qu'on peut parler, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire des face-à-face,
on peut parler à 8 et j'ai trouvé que David Pujadas s'était super bien démerdé du truc parce que à la fois tout le monde s'est exprimé sur les sujets qu'il avait proposés au débat et il y a eu des duels. Des duels, voilà, c'est ça. Bon, il y en a un qui a été très relevé, qui était le duel, encore une fois, des Fontaine-Bardella, c'est-à-dire les deux bébés de la course, là, les deux 28 ans, deux garçons de 28 ans, et quand Bardella dit à Desfontaines, t'es communiste, il faudrait grandir. Vous êtes communiste, il le répète 10 fois. L'autre, non mais vous êtes communiste. Voilà, et l'autre lui dit, bon, ça va, OSS 117, et on vous mettra à la fin du débrief l'extrait auquel il est fait référence. Et nous, ça nous a bien fait marrer, quoi. Ouais. Alors, bon, donc il y a eu... sur la... pas débrancher le truc. Non. Non ? Non, c'est bon, pardon. Donc sur la forme, moi j'ai trouvé ça plutôt bien et ça justifie le fait que ça ait lieu. C'est-à-dire qu'on ne fasse pas, au nom de la complexité technique, le fait de faire que des duels ou des débats à 4 ou je sais pas quoi. Non, enfin moi je trouve ça très bien les interviews de une personne, mais il n'y a pas de raison de réduire le débat simplement aux 3 premiers, par exemple, qui seraient les plus hauts dans les sondages. Ça me paraîtrait pas du tout légitime et ni très démocratique. Et en tout cas, techniquement, Pujadas a montré que c'était tout à fait jouable de faire bien, de faire intéressant. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, moi, qui m'a... Bon, c'est peut-être anecdotique, mais encore que, ce qui m'a frappé, c'était l'évolution sur la question du nucléaire. C'est-à-dire que là, maintenant, il n'y a plus personne qui est anti-nucléaire en France. Enfin, en tout cas, là, qui le défend. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de truc là qui vient de se passer, un consensus. C'était assez étrange, quoi. L'argument premier des écolos, c'est de dire, bon, de toute façon, on n'a pas le temps de faire du nucléaire et que donc il faut faire de l'énergie renouvelable. Mais il n'y a plus de contestation de l'énergie nucléaire et ça c'est une évolution qui m'a troublée. Voilà, comme ils étaient là tous les 8 et du coup Valérie Ayé se sentait était mise en difficulté du fait de l'arrêt de Flamanville. C'est pas Flamanville qui a été arrêté. Si. C'est Flamanville. Bon, Flamanville. Voilà, bref, donc voilà. Sans ça, qu'est-ce que j'en ai retenu d'autre ? Je ne sais plus. Non, j'ai trouvé que c'était bien, mais je me souviens plus. Moi, je suis d'accord avec toi sur l'utilité de ces débats. Après, je suis pas sûr que ça fasse vraiment avancer le schmilblick parce que c'est quand même très pléthorique. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pas regardé celui-là, j'avais regardé celui de Public Sénat et celui qui était organisé aussi par Jean Covici, justement sur la question écolo. J'ai du mal à... Il y a quand même beaucoup d'informations. Chacun est en plus dans son tunnel. Tu sens qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, il n'y a pas beaucoup d'écoute en fait des uns des autres puisqu'on passe d'un sujet à l'autre et en fait chacun en gros a 1 minute pour répondre à une question sur un sujet. Donc il n'écoute pas vraiment la question et puis il entend nucléaire ou écologie puis il répond ce qu'il a préparé. Il entend genre international et puis il répond ce qu'il a préparé. Genre on lui pose une question sur l'international sur l'Ukraine mais en fait il a préparé Gaza donc du coup on lui pose la question sur l'Ukraine mais il répond Gaza. Enfin je veux dire tu vois ils sont vraiment dans leur couloir et ça ressemble plus pour moi à une succession de discours que à véritablement des échanges d'où il pourrait ressortir quelque chose. Après, il y a eu la séquence avec Glucksmann, tu sais, quand Ayé dit à Glucksmann, vous êtes pour envoyer des armes en Ukraine, mais le Parti Socialiste n'a pas voté la loi de programmation militaire. Et j'ai trouvé que ça, c'était plutôt à l'honneur de Glucksmann, parce qu'il dit, j'en sais rien, je ne sais pas pourquoi, mais moi, ma position, c'est celle-là, et je l'aurais voté, enfin... Et il s'avère que le lendemain... Et il s'avère que en fait, les socialistes l'avaient voté. Exactement. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait, ce qui d'ailleurs ressort assez, c'est que Glucksmann, c'est quand même un type, il a des convictions, quoi, ce bonhomme. Enfin, d'ailleurs, d'une façon générale, moi, j'ai trouvé que on a plutôt des candidats qui sont des gens assez solides. Xavier Bellamy, je ne peux pas le supporter, mais enfin, c'est quelqu'un qui, quand il parle, il croit à ce qu'il dit. Il est droit dans ce monde, mais il croit à ce qu'il dit, quoi. Il y a un petit truc aussi qu'on a noté et qui est assez rigolo, c'est au moment où Léon Desfontaines, donc le candidat communiste, s'exprime sur Gaza et la Palestine, donc il développe tout un argumentaire.
Et là, qui était nickel chrome, et là, Manon Aubry, donc la candidate insoumise, le regarde, lui fait un petit clin d'œil à la fin, et elle dit il sera dans mon groupe. S'il est élu, il sera dans mon groupe. Ouais, un truc comme ça, il y a une séquence. Exactement. Mais j'ai trouvé ça plutôt sympa. C'est très sympa. Après, elle rappelle quoi? Elle rappelle que c'est elle la présidente du groupe. Et que s'il arrive dans la partie dans la gauche européenne, ce sera elle la présidente. Hein. Mais moi c'était plutôt sympathique. Et ça montre quand même qu'en vrai, il y a quand même une communauté de destin de cette gauche, même s'ils passent leur temps à se chercher des poudres dans la tête. Exactement. J'ai trouvé que ce moment où ils se sourient tous les deux, Desfontaines et Manon Aubry, sur la question de Gaza, ça m'a fait du bien, quoi, parce que je trouve que c'était tellement, ça prend des fois des proportions tellement délirantes, les dissensions à l'intérieur de gens qui ont toujours manifesté ensemble en faveur de des droits des Palestiniens, que là c'était, comme tu l'as dit, c'était très très bien. Il a parlé de Barghouti, ça a fait du bien aussi d'entendre Barghouti, le nom de Barghouti sur le plateau, et voilà, ils se sont souris, et ça c'est... le PC et la FI qui se foutent pas sur la gueule, mais c'est trop bien. Et donc, juste pour information, le prochain débat, c'est lundi soir. C'est sur BFM TV. Et j'en ferai moi, je serai avant et après, donc j'en ferai le commentaire sur BFM TV. Mais vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de regarder. Mais si ça vous dit, je serai là. J'adore me faire de l'auto-promo, j'ai honte. Deuxième sujet, la Nouvelle-Calédonie. Alors... Donc, la Nouvelle-Calédonie, où la crise, on est toujours dans la phase aiguë de la crise, avec toujours des blocages, toujours des violences. Là, on est vendredi après-midi, il y a eu encore un mort cette nuit, donc on en est au 7e mort. Tué par un policier. Tué par un policier. Emmanuel Macron s'est rendu sur place mercredi. Il est resté 17 heures. Il est venu, et c'est important de le noter, avec 3 ministres. La ministre déléguée aux Outre-mer, un peu obligatoire, ça paraissait logique qu'elle soit là. Et puis 2 ministres. Donc c'était pas la ministre des Affaires sociales, c'était pas le ministre de l'économie, ce n'était pas la ministre de l'Éducation nationale, c'était le ministre de l'Intérieur, donc le chef de la police, et le ministre des Armées, c'est-à-dire le chef des Armées, histoire de donner un signal vraiment très martial à ce qu'il entendait à son voyage, parce que je pense qu'il était plus là pour rétablir l'ordre que pour rétablir la paix civile. D'ailleurs, il l'a assez martelé, cette obsession de dire, genre en préambule de tout ce qu'il racontait, il faut dégager les ronds-points, il faut dégager les axes, il faut... bon, c'est bon, ok, d'accord. Comme si c'était pas... Et le triste symptôme, en fait, d'une crise politique et sociale très profonde en Nouvelle-Calédonie. On va reprendre toutes les routes et tous les ronds-points. Voilà, on va reprendre. Non, mais je veux dire, c'est vraiment un vocabulaire militaire. Militaire, de la reconquête du territoire. Donc, il a fait ce déplacement pour essayer de sortir d'une impasse dans laquelle il s'était mis lui-même. En gros, c'est assez paradoxal comme position, mais enfin c'est ce qui s'est passé. Sachant que, et j'en terminerai là-dessus, parce que c'est important, tout ça, je vais juste dézoomer un peu. Cette crise qui a commencé, elle a commencé en fait en 2021, vraiment de façon assez virulente, parce que donc il y a eu les accords de Nouméa en 1998. 88, qui actait la réconciliation, en gros, enfin un processus de réconciliation entre les loyalistes, c'est-à-dire ceux qui pensent que la Nouvelle-Calédonie c'est vraiment la France à part entière et de façon égale avec d'autres territoires, et les indépendantistes, notamment Kanak, enfin je dis notamment Kanak, les indépendantistes Kanak, qui eux sont pour revoir leur relation avec la France et peut-être aller jusqu'à l'indépendance, sachant que c'est intéressant, mais dans les indépendantistes, il y a des gens qui ne sont pas pour l'indépendance, c'est-à-dire qu'ils sont pour juste un rapport re-réfléchi avec l'Hexagone. Donc ces accords de Nouméa, ils avaient acté ça.
ils avaient acté une démarche avec 3 référendums qui auraient lieu. Et donc, les 2 premiers ont eu lieu. Et donc, c'est le non à l'indépendance qui l'a emporté. Et le 3e a eu lieu, mais il s'est avéré qu'il était prévu pendant le Covid. Et là, Emmanuel Macron, il a fait non, ça se passera pendant le Covid alors qu'on était en pleine crise. Et là, les Kanaks ont dit bah non, en fait, si c'est pendant le Covid, il y a plein de gens qui vont pas y aller. Donc genre, vous nous déplacez ça après le Covid. Et Macron, il a tenu bon, bref. C'est catastrophe, ça a eu lieu pendant le Covid, et les indépendantistes kanaks ont refusé, ont boycotté le référendum. Il n'y a eu que 43% de participation, donc moins d'un néo-calédonien sur 2 est allé voter. Et depuis, c'est la Bérésina, parce que genre les indépendantistes qui sont majoritaires au Parlement calédonien ne veulent plus discuter avec l'État. En plus, entre-temps, Macron a la bonne idée de nommer au gouvernement une loyaliste calédonienne, Sonia Backès, donc bien sûr ça met le feu aux poudres. Une radicale. Une radicale en plus dans son loyalisme, parce que la mère de Nouméa, elle est aussi loyaliste et proche de Macron, mais en fait elle est normale, enfin je veux dire, elle dit ok, faut négocier, faut réfléchir, etc. Donc c'est la Bérésina. Vous avez, alors c'est un truc dont peu de gens ont parlé, mais c'est dans un article de Reporter que j'ai appris ça. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, est allé en Nouvelle-Calédonie à l'automne dernier, en 2023, et en gros il y est allé pour dire écoutez, on a besoin de plus de nickel. Donc il a fait c'est un peu une injonction faite aux entreprises qui extraient le nickel de produire plus. Le seul problème, c'est que ce faisant, il allait à l'encontre en fait de ce qui était dit dans les accords de Nouméa. La compétence d'extraction du nickel était donnée à la Nouvelle-Calédonie. Or là, il venait et il leur disait il va falloir que vous produisiez plus. Et les Kanaks, ils n'ont pas du tout aimé ça. Parce que c'est pas à Paris, en fait, de décider combien de milliers de tonnes ils vont extraire. C'est eux qui le font. Et donc, ils n'ont pas du tout aimé. Et à cela, vous ajoutez un truc dont personne ne parle non plus, mais alors, je trouve que c'est vraiment du génie. Les 2 députés de la Calédonie sont Renaissance et sont loyalistes. Et il y en a un qui a déposé, le 26 mars 2024, donc avant la phase la plus aiguë de la crise, il a déposé une proposition de loi. Alors lui, il n'a pas peur pour faire passer la compétence sur le nickel de la Nouvelle-Calédonie à l'État. Ah voilà, comme ça on se fait pas chier, tu vois, genre vraiment le colon de base, tu vois, qui dit genre... Non mais bon, alors la proposition de loi n'est pas passée, enfin je veux dire, elle a même pas été examinée, le bureau l'a pas mise au vote ou je sais pas quoi, tu vois, mais il l'a quand même déposée. Mais je suis là, mais vraiment, il y a des gens qui marchent sur la tête. Et sachant que, et c'est ça qu'il faut rappeler... Ils n'ont pas dû aider ces deux-là, les deux, les deux députés à la compréhension dans leur groupe de ce qui se passe. Ni Sonia Backès, Sonia Backès qui est la gouvernante de la province sud, genre elle a des discours, elle appelle les révoltés, elle les appelle les terroristes. Elle dit que ce sont des terroristes. Non mais c'est une dinguerie. Et je voudrais juste terminer sur ce qu'a raconté Emmanuel Macron lorsqu'il a fait son voyage, que ce soit au début, au milieu et à la fin, parce que bien sûr il était entouré de caméras. Il a parlé, donc retour à l'ordre, machin. Mais il y a un mot qu'il n'a jamais utilisé, que le gouvernement n'a toujours pas utilisé, alors que c'est le cœur des accords de Nouméa, c'est le mot de décolonisation et de colonisation. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'acte, au-delà des référendums, ce qu'actent les accords de Nouméa, c'est qu'il y a eu une colonisation en Nouvelle-Calédonie. Il y a toujours, au moment de la signature des accords, une colonisation, et donc il faut entamer un processus de décolonisation. Et que ce processus de décolonisation, il faut qu'il soit discuté, etc. Parce que, et comme ça avait été très bien, il y a eu des poignées de main qui ont été très fortes entre des Kanaks et des Caldoches. Les Caldoches, c'est ceux qui sont issus de la descendance, des colons. Il y a eu une poignée de main au moment des accords de Nouméa qui disait, les Kanaks, en fait, ont dit aux Caldoches, cette île, elle est aussi la vôtre. Mais par contre, il va falloir qu'on réfléchisse à comment elle nous appartient à tous les deux. Tu vois, ça peut pas être juste les Blancs qui sont riches, qui possèdent tout, et les Kanaks qui sont pauvres et qui n'ont rien. Mais par contre, ils ont dit on va travailler ensemble. Et ça, c'est un processus de décolonisation qui est intéressant, qui inclut en fait les populations autochtones et les anciens colons, mais qui sont là depuis des centaines d'années, qui dit on va réfléchir ensemble. Et là, le problème, c'est que Emmanuel Macron, et globalement le gouvernement, et peut-être l'État, je pense que c'est un peu différent, parce que le haut commissaire, il dit décolonisation. Mais par contre, le gouvernement, lui, ça ne peut pas sortir de sa bouche le mot de décolonisation. Et ça, c'est un problème, et là, c'est une vraie régression par rapport à ce que même la droite
à un moment, avait porté. Moi, j'étais sur le plateau de BFM avec Brigitte Girardin, qui était ministre de Villepin, et donc dans les années 2000, de 2002 à 2005. Et elle avait un discours, mais qui était impeccable. Elle disait décolonisation, elle disait ça prend du temps, elle disait, elle reconnaissait en fait le droit coutumier calédonien, comme d'ailleurs de beaucoup de territoires ultramarins. Et elle disait bon bah il faut juste, c'est pas à nous en fait de décider depuis Paris comme ça, depuis nos ministères, ce qui va se passer en Nouvelle-Calédonie. Et elle dit eh oui c'est long. Et oui, ça prend souvent plus de temps qu'on imaginait que ça allait le prendre, mais c'est pas grave, c'est comme ça que ça se passe, et c'est ça aussi la démocratie. La démocratie, c'est aussi prendre du temps. Et ce qu'elle a dit, cette dame, cette Brigitte Girardin que je ne connaissais pas, cette ancienne ministre, bah c'est tout à fait juste. Et moi, ça m'a fait du mal quand j'ai vu après le Jean Viguier, qui était genre, lui, il était ministre jusqu'en janvier dernier des Outre-mer. Alors lui, il avait un discours, mais c'était horrible. Enfin, il sortait, genre, tout était hyper agressif, le retour de l'ordre de la République, elle est partout, y compris à Nouméa. Enfin, genre, des discours, mais vraiment, ça me sentait pas être nez. Je me suis dit, oh merde, en 20 ans, on a vraiment. Il y a quelque chose dans la droite, parce que les deux venaient de la droite, il y a quelque chose dans la droite qui s'est totalement... qui a disparu, quoi. Enfin, une vision, en fait, de ce que c'est que la République, de ce qu'est la réalité, en fait, de notre société et de nos sociétés, qui a complètement volé en éclats. Oui, mais enfin l'autre il est choisi par Macron et il est macroniste, c'est-à-dire qu'il est dans son... Moi je n'ai pas grand-chose à rajouter sur ce que tu viens de dire, si ce n'est que deux petites choses, c'est que on s'était dit déjà la semaine dernière que Macron il envisage les choses toujours au forcing et au pas de charge, et là bon on en a parlé sans développer, mais la grève pour s'opposer à la fusion de Radio France et de France Télévisions, qui est là aussi menée au pas de charge et contre l'avis des salariés, de tous les syndicats et de tous les anciens ministres de la Culture. Donc c'est complètement fou, quoi. Rachida Dati, elle a été nommée quand ? À la fin janvier. Elle pense, et 3 ou 4 mois après, elle a torché le truc, allez hop, on y va, c'est parti, c'est décidé. Bon, donc il y a cette espèce de mépris du temps nécessaire à la démocratie, à ce que tout le monde s'exprime, à ce que les arguments s'échangent et du coup nous fassent évoluer les uns les autres, quoi. C'est-à-dire que ça se mélange, enfin, que ça bouge, qu'on trouve un point de compromis, un point d'accord, etc. Enfin, c'est complètement étranger à l'idée que Emmanuel Macron se fait de comment on dirige et comment on transforme un pays. Ça, c'est le premier point qui ne cesse d'être... Et puis, il y a aussi la loi sur la réforme de l'assurance chômage, où là, ils ont convoqué les syndicats en ayant informé dans la presse, en les informant par voie de presse du contenu de la loi. Enfin, donc, il n'y a plus rien à négocier, tout est plié. Le deuxième point que j'ai retenu aussi, c'est que en fait, Macron, il n'est pas reparti comme il est arrivé. C'est-à-dire que malgré tout, il est arrivé avec son discours d'ordre complètement psychorigide, là. Mais quand il est reparti, il a dit, bon, je ne passerai pas en force. C'est-à-dire qu'il a quand même compris quelque chose sur place, sur le fait que ça n'était pas possible de continuer ainsi. Sans ça, on allait vraiment devant de très très gros déboires. Et il a dit, on va prendre le temps, les semaines, les mois qui viennent, alors qu'il avait donné 15 jours au départ aux uns et aux autres pour se mettre d'accord. Donc, quelquefois, et je pense que c'était aussi ce qui s'était passé au moment des Gilets jaunes, quelquefois, il a quelques cordes de rappel qui, je veux dire, le réel... alors, c'est pas toujours, hein, parce que la réforme des retraites, normalement, il aurait dû entendre, parce que là, il va la prendre, la monnaie de sa pièce, il va se la prendre là maintenant au mois de juin. Donc, il lui arrive quelquefois d'avoir une capacité de bouger. Je pense que ça ne change rien au logiciel de fond qui est moi je sais, et je sais ce qu'il faut, et je vais plier tout le monde. Et des fois, quand le mouvement est très très dur, et comme c'est le cas, ça a été le cas pendant les Gilets jaunes, ou là c'est le cas cette fois-ci, il est capable de faire un pas de recul. Dernier point que je pense important... Et c'est une défaite pour lui. Hein. Enfin, je veux dire, oui, c'est une défaite, non mais t'as raison. Et le problème, c'est que derrière, comme tu me l'as dit cette semaine, ça fait ventre
l'extrême droite, parce qu'effectivement, les images en fait, de violence, etc., les gens se disent « Ah, quelle horreur, il faut de l'ordre, il faut envoyer les militaires, etc. » Bon, je ne crois pas aux sondages jour après jour, mais enfin, on est quand même encore... Bardella continue de progresser dans les sondages, hein, franchement. Je voulais dire une dernière chose, parce que c'est quand même très important. On est à l'extrême droite à plus de 40, là, le dernier sondage Rolling de l'IFOP, 41 ou 42. Je voulais parler d'une dernière chose, c'est l'interdiction de TikTok. Sur le territoire. Alors j'en ai parlé, vous pouvez aller voir la midinale que j'ai faite avec Nathalie Théiot, qui est une avocate et présidente de la Ligue des droits de l'homme, qui en fait une très bonne analyse sur le fond, hein, et le danger, le précédent en fait que ça crée d'interdire un réseau social qui est si important pour que la jeunesse s'informe en fait, pour que c'est une source d'information pour les 15-25 ans. Hein. Je rappelle que TikTok, c'est pas que des gens qui font des danses sur des musiques à la mode. Hein. C'est aussi Le Monde, en fait, qui a un compte avec plusieurs millions d'abonnés, qui crée des contenus spécifiques pour TikTok, destinés aux 15-25 ans, justement. C'est Libération, etc. Enfin, je veux dire, il y a des médias, il y a des vrais journalistes, en fait, derrière, et donc derrière, des jeunes qui s'informent par ça. Et donc, leur couper l'accès à ça, est, à mon avis, le signe d'un autoritarisme très grave. Fou, mais il y a une deuxième chose, c'est que dans la justification par Gérald Darmanin, donc il dit, voilà, et c'est comme ça qu'ils partagent leurs exactions, je sais pas quoi, mais il dit, et puis il y a les ingérences étrangères. Et en gros, il sous-entend que les Chinois ou l'Azerbaïdjan, parce que TikTok c'est chinois, mais ils ont aussi parlé de l'Azerbaïdjan, etc. Enfin, il s'est avéré que les différentes enquêtes du Quai d'Orsay sur le sujet, le Quai d'Orsay a fait un communiqué en disant non. Ça n'existe pas, on ne sait pas de quelles ingérences vous parliez. Ils n'ont pas pointé la parole gouvernementale, mais en gros, ils ont fait ils n'ont pas confirmé. Communiqué, ils n'ont pas confirmé qu'il y avait des ingérences étrangères. Néanmoins, et moi je voudrais faire le lien en fait, entre le fait qu'il ait parlé des ingérences étrangères et un autre argumentaire que j'ai eu d'un député Renaissance, Turlututu, Chameau Pointu, j'ai oublié son nom, qui, sur le plateau, m'explique que on peut pas, je cite, abandonner la Nouvelle-Calédonie. Personne ne parlait d'abandonner la Nouvelle-Calédonie, mais bon, lui, il voyait ça comme ça. Parce que c'est un lieu stratégique dans le Pacifique. Et alors là, je te jure, quand j'ai entendu ça, j'étais là genre, waouh, le colon, en fait, il a vraiment besoin de son passage pour les sous-marins, ou genre de son approvisionnement en nickel, ou genre d'aller poser son porte-avions, genre au milieu du Pacifique. Non mais, et ce type d'argument, en vérité, il l'a dit un peu comme ça au débeauté, et genre moi j'ai poussé des cris, mais en vérité, je pense que c'est aussi fondamental, hein, dans la raison pour laquelle, genre aujourd'hui, le gouvernement entend ne pas lâcher la Nouvelle-Calédonie, lâcher au sens de, ils veulent que ça reste une colonie française dans lequel ils peuvent, ça peut être un port militaire et possibilité d'exploiter les sous-sols et une influence exactement autour sur toutes les mers du monde. Et en vérité, le fond de cette pensée, si elle n'est pas traduite véritablement en pensée politique au niveau de l'exécutif, je pense qu'elle existe. Non mais ils ne le disent pas, tu vois. Ils disent pas, on doit garder la Nouvelle-Calédonie parce que ça doit être un port militaire, tu vois, genre ça ne se dit plus, tu vois. En revanche, je pense que c'est fondamental dans la raison pour laquelle ils veulent garder cet endroit. Comme on veut garder la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, genre Saint-Pierre-et-Miquelon, Tahiti, etc. Enfin, genre, faut bien qu'on fasse nos essais nucléaires quelque part, enfin. Ouais, puis être la deuxième puissance maritime du monde. Exactement, exactement. Et ça, c'est être la deuxième puissance maritime du monde. Donc, déjà, c'est envisager un monde à travers une notion de puissance qui est, à mon avis, excessivement problématique. Et deuxièmement, c'est envisager la France comme étant un empire colonial. Et or, encore une fois, je reviens aux accords de Nouméa. L'objectif des accords de Nouméa, c'était d'acter un processus de décolonisation qui semble aujourd'hui très très loin d'être encore dans la tête de nos dirigeants actuellement au pouvoir. Sur ce, à la semaine prochaine. Monsieur Bardella, je ne vous ai pas coupé. Écoutez, je ne sais pas qui vous a élevé. Je ne sais pas qui vous a élevé. Moi, j'étais bien élevé. On laisse finir les phrases quand quelqu'un a commencé. On est en 2024. Vous avez beaucoup d'avance. Un peu de respect, monsieur Bardella. Communiste. Le respect, le terminer. En 2024. Le respect. Vous parlerez un peu de respect, monsieur Bardella. Le respect, vous connaissez? Vous êtes communiste, monsieur. Ne me donnez pas des leçons d'économie, s'il vous plaît. Ok, 117. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, qu'ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça,
Une dictature, Dolores. D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État? J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.